Bismillah, salatu salam ala rasulillah. Alors, on se retrouve encore une fois pour continuer notre cours de microéconomie, essentiellement le chapitre sur l'équilibre du consommateur. Alors, on avait commencé par la fonction d'utilité, on a défini ce que c'est que l'utilité, on a parlé d'utilité marginale, on a parlé donc de la différence entre l'utilité marginale et l'utilité totale. Après, on est passé aux méthodes de calcul de l'équilibre du consommateur. On avait dit qu'un consommateur est en équilibre lorsque les utilités marginales pondérées sont égaux sous la contrainte budgétaire, n'est-ce pas? Et on avait dit qu'on a trois méthodes pour déterminer l'équilibre, la méthode géométrique, la méthode de substitution et la méthode de Lagrange. Pour la méthode géométrique, un consommateur est en équilibre lorsque sa droite budgétaire atteint la courbe d'indifférence la plus élevée. Et vous vous rappelez, vous avez compris pourquoi. Je reprends pour les gens qui n'ont pas bien compris ou bien qui n'ont pas suivi. Alors, un consommateur, lorsqu'il veut acheter ses produits, il y a trois critères qui entrent en jeu. Premièrement, c'est la satisfaction, c'est qu'il essaie d'acheter les produits qu'il aime, ça d'un côté. D'un autre côté, lorsqu'il achète les produits, il les achète avec un prix, n'est-ce pas? Donc, les prix doivent être pris en considération. Troisième indicateur, c'est le revenu. C'est que le consommateur, il va acheter les produits qu'il veut, compte tenu de leur prix, sans dépasser son revenu. On a donc trois variables qui entrent en jeu, à savoir l'utilité, les prix et le revenu. Alors, géométriquement, la satisfaction, elle est retracée par les courbes d'indifférence. Vous vous rappelez, on avait dit la courbe d'indifférence, elle retrace un ensemble de combinaisons de X et Y qui procurent au consommateur la même utilité. Et on avait dit que chaque consommateur a un ensemble des courbes d'indifférence. C'est que plus il s'éloigne de l'origine, plus la satisfaction augmente. Donc ça, c'est les courbes d'indifférence. Et on a la droite budgétaire qui, si vous voulez, prend en considération les prix et le revenu. Donc le point d'équilibre, c'est lorsque la droite budgétaire touche la courbe d'indifférence la plus élevée. Donc géométriquement, si jamais elle veut passer. Alors, géométriquement, attendez, normalement, on a une représentation ici. Voilà. Géométriquement, le point d'équilibre, c'est le point d'intersection entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence la plus élevée. Ça, c'est, si vous voulez, normalement, l'approche ou bien la méthode géométrique. Et pour déterminer cette méthode géométrique, on se dit que puisque le point d'équilibre, c'est le point d'intersection entre la droite budgétaire et la courbe d'indifférence la plus élevée, donc le point où les deux courbes se touchent, c'est un point où la pente de la droite budgétaire est égale à la pente de la courbe d'indifférence. Alors, la pente de la droite budgétaire, on sait que la droite budgétaire, son équation, c'est Y égale à moins P de X sur P de Y, X plus R sur P de Y. Donc, la pente, c'est moins P de X sur P de Y. Et la courbe d'indifférence, sa pente, c'est le taux marginal de substitution, n'est-ce pas? C'est l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. Donc, du point de vue géométrique, lorsque les deux courbes se rejoignent, ça veut dire que les pentes des deux courbes sont égaux et grâce à ceci, on peut déterminer le point d'équilibre. Alors, ça, c'est la méthode géométrique. On a aussi ce que j'ai expliqué aussi la dernière fois, la méthode de substitution. Alors, c'est une autre méthode pour déterminer l'équilibre du consommateur. Bien sûr, on vous donne, normalement, on est dans une situation où le consommateur, il a une fonction d'utilité, bien sûr, une fonction continue, U, qui dépend de la quantité de X et de Y. On a bien sûr un revenu, on a les prix de X et le prix de Y. Il nous reste à déterminer la quantité de X et de Y qui procure au consommateur le maximum de satisfaction. Donc, alors, cette méthode-là, on a, pour que vous puissiez vous simplifier la vie, on a trois étapes. On commence par prendre la contrainte budgétaire, là, celle-là, et bien sûr, faire sortir, normalement, une variable en fonction de l'autre. Par exemple, en l'occurrence ici, j'ai fait sortir le Y. Y va être égal à moins P de X sur P de Y, X, plus R sur P de Y. Ça va? Après, je prends ce Y et je vais le remplacer dans la fonction d'utilité. C'est là. Pourquoi? C'est pour avoir normalement ici une seule variable. U va dépendre seulement d'une seule variable au lieu d'avoir
deux variables. Je vais donc avoir la fonction u seulement en fonction de x ou de y, ça dépend du contexte. Troisième étape, là, donc lorsque je vais avoir la fonction d'utilité qui dépend d'une seule variable, là, on commence la méthode de substitution. On a donc deux contraintes. Premièrement, première condition, on élimine les dérivées premières. Ça veut dire que on prend la fonction d'utilité, on la dérive, u', et on met u' égale à 0. Et grâce à ça, on va avoir une valeur de x et après une valeur de y. Là, la méthode de substitution ne s'arrête pas ici. On doit aller aussi aux conditions de deuxième niveau, les secondes conditions. Là, on va calculer la dérivée seconde. Pourquoi? Parce que mathématiquement, première condition nous permet seulement de calculer normalement quelles sont les quantités x et y optimales. Alors, optimal, ça peut être maximum ou minimum, mathématiquement. Donc là, la première condition, normalement, elle nous permet seulement de déterminer normalement un optimum. Deuxième condition nous permet de dire est-ce que c'est un maximum ou un minimum. Ça, c'est mathématiquement. Nous, le micro et à votre niveau, la majorité des cas, on vous dit déjà l'exercice, on suppose que les conditions de deuxième degré sont déjà vérifiées pour vous permettre de vous faciliter la tâche. Mais mathématiquement, lorsque on va avoir u en fonction seulement d'une seule variable x et y, on fait la première condition, c'est annuler les dérivées premières. Là, ça nous permet d'avoir normalement une valeur de x et une valeur de y. Et après, on passe aux deuxième condition pour vérifier est-ce que c'est un maximum ou un minimum. Donc ça, c'est la méthode de substitution. Alors, exemple, supposons qu'on a un consommateur qui a une fonction d'utilité de la forme u égale 5x au carré y, avec une contrainte budgétaire 180 égale 2x plus 4y. Ça veut dire que R, c'est 180, P de x, c'est 2 et P de y, c'est 4. Donc là, on va nous poser la question, déterminer l'équilibre du consommateur. Qu'est-ce qu'on va faire pour la méthode substitution? Rappelez-vous ce que je viens de dire. Je commence par prendre la contrainte budgétaire et essayer de faire sortir x en fonction de y ou y en fonction de x, que vous voulez, en fonction du contexte. Donc ici, j'ai fait sortir le y, je vais avoir y égale 180 sur 4 moins 2x sur 4. Ça va, ça nous donne, donc je vais simplifier, 180 sur 4 c'est 45 et moins 2 quarts x, ça veut dire moins 1 demi. Donc là, j'ai une variable en fonction de l'autre. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je reviens à la fonction d'utilité et je remplace y par sa valeur. Je vais avoir u égale 5x au carré qui multiplie 45 moins x sur 2. Voilà, et en développant, je vais avoir u égale 225x au carré moins 5x au cube divisé par 2. Donc ça, c'est la nouvelle u. Regardez, u, elle dépend d'une seule variable maintenant. Alors maintenant, on passe à, je dirais, les deux conditions. Condition primaire, c'est annuler la dérivée première. Ça veut dire que je vais donc prendre u et calculer la dérivée. Alors, la dérivée de u, on va avoir c'est 225 fois 2, donc c'est 450x, moins 3 fois 5, 15. U, donc x à la puissance 3 moins 2. 3 moins 1, ça nous donne x au carré, divisé par 2. Donc c'est ça, c'est 450x moins 15 sur 2, x au carré. Alors, on annule, donc parce que la première condition, c'est annuler les dérivées premières. Donc, u' égale à 0 me donnera une fonction de cette forme. Ça va être x, fonction de 450 moins 15 sur 2, x égale à 0. Cette équation se vérifie deux cas, soit lorsque x égale à 0, ou bien lorsque 450 moins 15 sur 2, x égale à 0. Donc, c'est le cas où x est égal à 60. Lorsque x est égal à 60, lorsque x est égal à 60, y, on revient ici. Si jamais x est égal à 60, ça veut dire 60 sur 2, c'est 30. On aura 45 moins 30, c'est 15. Y va être égal à 15. Et si jamais, x est égal à 0, y va être égal à 45. Mais normalement, un consommateur ne peut pas atteindre le maximum de satisfaction en consommant seulement un seul bien. Donc là, on va éliminer le cas où x égale à 0 et on prendra seulement le cas où x égale à 60 et y égale à 15. Alors, la dérivée, regardez, la dérivée seconde va être égale à combien? Ça va être
si la dérive, deuxième condition, c'est voir la dérivée seconde. La dérivée seconde, ça va être égal. C'est 450 moins 30 moins 15x. 450 moins 15x, ça veut dire que normalement, x va être, si vous voulez, là, puisque la x est négative, ça veut dire que là, c'est un point maximum. Et tout ça, vous allez le voir de toute façon, Inch'Allah, les exercices TD, et je vous encourage à 3 reprises à essayer de faire les exercices chez vous et à assister au TD. Parce que là, cette année, parce que je sais que mes étudiants, ce sont des gens très, très intelligents, ils vont sûrement voir les résultats de l'année dernière, parce que l'année dernière, essentiellement, c'était une année où il y avait le Covid, ce qui fait les examens de S2, on les a passés tel le mois 9, et l'examen a été passé sous forme d'IEL QCM, donc il y a eu des très très bonnes notes, mais là c'était une année exceptionnelle. Cette année, il n'y aura pas la même chose que l'exercice du mois 9 2020. Essayez de vous référer à ce qui se passe. Donc moi personnellement, ça fait 25 ans que j'enseigne cette matière. Alors, il y a parmi, je dirais, plus de 1000 étudiants, on a une vingtaine d'étudiants qui ont 20 sur 20. On a des gens qui ont des 16, mais on a beaucoup de personnes qui n'ont pas la moyenne. Pourquoi? C'est parce que les étudiants ne donnent pas beaucoup d'importance à cette matière et qu'ils essaient seulement de faire des exercices de calcul. Parce qu'ils croient que la micro, c'est les maths. La micro, c'est pas les mathématiques. La micro, c'est les maths qu'on utilise pour, je dirais, qu'on utilise dans un objectif de vérifier une théorie économique. C'est ça. Regardez ici la méthode substitution. La méthode substitution, c'est pas une méthode, c'est pas les mathématiques, ça c'est l'économie. Mais on utilise les mathématiques, on utilise la dérivée seconde, on va voir plus tard, on va utiliser les matrices. Donc là, les maths, ce sont des outils. Si vous voulez avoir des bonnes notes, et moi je vous dis, j'ai une expérience de plus de 25 ans, la microéconomie. Vous avez, je dirais, un seul moyen. Premièrement, essayez de comprendre le cours, l'écouter, le réécouter. Si vous avez des questions, vous les envoyez. Je suis là pour ça. Deuxième, je dirais, alors ça, c'est la première étape. Deuxième chose à faire, c'est essayer de faire les exercices. Vous avez l'embarras du choix. Il y a énormément, je dirais, d'exercices sur Internet. Vous avez normalement, on a, dans cette faculté, on a le livre de Madame Azizi de cours. Alors moi, je me base sur le cours de Madame Azizi. Et on a aussi le livre des exercices corrigés des professeurs de notre fac. Et on a les TD. Donc, si vous essayez de faire quelques exercices et normalement, on va vous déposer les planches des exercices, essayez, regardez, je ne vous demande pas de faire les exercices et qu'ils soient normalement corrects et juste à 100%. Non, essayez seulement de faire les exercices chez vous et après, assistez au TD. Et là, lorsque vous allez assister, vous allez faire la comparaison entre comment vous avez éludé je dirais, les questions et comment le prof l'a fait. Et comme ça, vous allez essayer de corriger les problèmes que vous avez. Si vous suivez cette méthode, soyez sûr et certain que vous allez avoir des très, très bonnes notes. Parce que la micro, c'est une matière qui est complexe, qui demande de la réflexion. C'est pas des chiffres qu'on apprend. C'est pas quelque chose qu'on apprend par cœur, non. C'est quelque chose normalement qu'on comprend, qu'on analyse. Moi, je vous parlais aujourd'hui de la méthode substitution. Ici, je vous dis qu'on remplace X par sa valeur. Oui, mais je peux remplacer Y. Je peux aussi avoir, vous allez voir TD, que je peux avoir une situation où, au lieu de vous donner, ici, on vous donne R. Ici, on vous donne le revenu, le P de X et le P de Y. Mais il se peut que je suis dans un contexte, je vous dis, je veux atteindre le niveau de satisfaction U égale à 100. Quel est le revenu qui me permettra d'atteindre cet objectif? Là, ça va changer. Je ne vais pas avoir la même chose. Au lieu d'utiliser la contrainte budgétaire, je vais utiliser la fonction d'utilité. Vous voyez, là, le micro, c'est pas une matière simple. On n'a pas la même lignée. Non, on suit la même ligne. Non, on doit comprendre. Ce que vous devez savoir sur la méthode de substitution, c'est que, regardez, on a l'équilibre du consommateur, on a 2 fonctions. Il n'y a pas 3, 2. La fonction d'utilité et la contrainte budgétaire. Alors, la fonction d'utilité, c'est une fonction continue U
en fonction de x, y. Et la contrainte budgétaire, c'est le revenu égale x p de x plus y p de y. Il y a toujours deux fonctions. On a une à optimiser et l'autre de contrainte. Ça veut dire que on vous donne une fonction et on vous dit, essayez de voir quelles sont les valeurs de x et de y qui me permettent de maximiser ma satisfaction. En sachant que j'ai un revenu de 100, P de x de 3, P de y de 4. Ça, c'est une situation. Ou on vous dit, supposons que j'ai un P de x égale à 3 et un P de y égale à 4, mais que je veux avoir une satisfaction de 100. Donc, regardez, on ne vous donne pas le revenu, on va vous donner le niveau d'utilité. On vous donne le U. On vous donne le U ici. Je veux atteindre une satisfaction de 100. Donc, dans ce cas-là, je vais avoir 100 égale à 5x au carré y. Et ici, R égale, par exemple, 2x plus 4y. Donc là, tout va changer. Ici, au lieu d'utiliser la contrainte budgétaire pour avoir x en fonction de y, je vais utiliser la fonction d'utilité, parce que là, j'ai la donne. J'ai 100, par exemple, égale à 5x au carré y. Je vais avoir donc y égale à 100 sur 5x au carré. Et je vais remplacer la contrainte budgétaire. Voyez-vous, la microéconomie, ou la microéconomie, le calcul du consommateur, n'essayez pas d'apprendre les méthodes de calcul, parce qu'il suffit qu'on vous change la donne et vous allez vous perdre. L'objectif, c'est de comprendre la philosophie du calcul du consommateur. Encore une fois, le calcul du consommateur, on a deux fonctions. Une qu'on doit optimiser. Ça veut dire, on doit essayer de calculer quelles sont les valeurs de x et de y qui me permettent de maximiser la satisfaction. Et on a une autre qui est la contrainte. Ça veut dire, on vous dit, vous avez le revenu P de x, P de y, essayez de calculer quand est-ce que je vais maximiser la satisfaction. Ou je veux atteindre un niveau de satisfaction de 100, de quel revenu j'ai besoin. Donc, dans ce cas-là, les fonctions changent. Mais dans tous les cas, la méthode substitution, on a, comme j'avais dit, 3 étapes. On commence par déterminer x en fonction de y. Et après, on la remplace la fonction de contrainte. Et à partir de cette étape-là, on passe aux premières conditions et aux deuxièmes. Donc, c'est comme ici, et on peut, Inch'Allah, une séance, je vais vous faire quelques exercices, mais ça dépend de vous. Vous allez avoir les TD et vous allez essayer de poser des questions TD. Et Inch'Allah, lorsqu'on terminera ce cours, je vais essayer de faire une séance pour les exercices avec vous, mais ça dépend de vous. Si vous me posez des questions, si vous êtes intéressé, je peux vous faire une autre séance, comme j'avais dit, d'exercices en plus des séances que vous allez avoir dans vos travaux dirigés. Mais il faut que vous fassiez le premier pas. Il faut que vous vous manifestiez, que vous posiez des questions, que vous me le demandiez. Sinon, je ne vais pas le faire. Alors, on avait dit qu'on a 3 méthodes, la méthode géométrique, la méthode substitution. On a une autre méthode très célèbre, on appelle ça la méthode de Lagrange. Alors, l'objectif du consommateur, bien sûr, c'est d'atteindre le maximum de satisfaction de son utilité sous sa contrainte budgétaire. Donc, on a la fonction d'utilité et on a le R. Donc, l'objectif, c'est de trouver la quantité de X et de Y qui permet de maximiser la fonction d'utilité, bien sûr, avec un niveau de revenu spécifié, un P de X et un P de Y. Donc là, ici, ça nous permet d'écrire une nouvelle fonction en posant la contrainte budgétaire égale. Donc là, la méthode Lagrange nous facilite la tâche en inventant ce que M. Lagrange a appelé la fonction de Lagrange. J'ai pas inventé le monde, c'est la fonction de Lagrange L. Donc c'est une fonction qui s'appelle L, voilà, qui va dépendre de X, de Y et de lambda. On a donc la fonction de Lagrange et on a la variable de Lagrange, lambda. Alors, regardez, dans cette fonction, on a 2 parties. On a ce qui est ici et on a, voilà, ça c'est bien. Ça me permet de, voilà, hop. On a cette partie de l'équation et on a l'autre partie de l'équation. Alors, lambda L, fonction de X, Y, lambda, il y a la fonction à optimiser et la fonction de contrainte.
La majorité des cas dans les livres, on trouve que le L, il y a, la première partie, c'est la fonction d'utilité. Ou la deuxième partie, on a la contrainte budgétaire R moins X P de X moins Y P de Y. Mais encore une fois, ça c'est dans le cas où on a, le revenu, on a le P de X et le P de Y, et la fonction optimisée, c'est la fonction d'utilité. Mais il se peut, comme j'avais dit, qu'on se trouve dans une situation où le consommateur, il a déjà une idée sur le niveau d'utilité qu'il veut atteindre. Et la question qui se pose, c'est le niveau de revenu nécessaire. Dans ce cas-là, la fonction optimisée devient la contrainte budgétaire. Et la fonction de contrainte devient la fonction d'utilité. Encore une fois, vous allez voir ça dans les exercices, mais ici, j'ai utilisé la façon ou bien l'exemple le plus simple. C'est lorsque on nous demande d'optimiser la fonction d'utilité et la contrainte, c'est bien sûr la contrainte budgétaire. Alors, voilà, donc le L qui dépend de X, Y, lambda va être égal à U qui dépend de X, Y, plus lambda facteur de R moins XP de X moins Y, P de Y. Alors, cette équation, on a encore deux conditions. Première condition, annuler les dérivées premières. Ça veut dire que on va prendre cette fonction, on va dériver la fonction de L par rapport à X et l'annuler, dériver la fonction L par rapport à Y et l'annuler, et dériver la fonction L par rapport à lambda et l'annuler. Cette partie-là me permet d'avoir X en fonction de Y, et me permet aussi d'avoir la valeur de X et la valeur de Y. Deuxième condition, c'est le dérivé seconde. Là, on va avoir une matrice. La matrice et on doit obligatoirement calculer le déterminant. Ça, c'est quelque chose que vous avez fait l'année dernière. Inch'Allah, je crois, vous l'avez fait le bac, je crois. Mais pour plus de simplification, vous allez avoir une révision concernant tous les dérivés dans vos TD. Il y a une planche de TD où on va vous faire un résumé des méthodes de calcul des dérivés parce que on sait que les étudiants oublient comment on calcule les TD. Donc, la méthode de Lagrange aussi, on a les deux, je dirais, étapes. Première étape, c'est annuler les dérivées premières. Et deuxième étape, c'est annuler les dérivées secondes. Alors, normalement, j'ai un exercice. Ah ben voilà. Soit un consommateur avec une fonction d'utilité, f de xy égale à 8xy. Donc, les prix étant p de x égale à 2, p de y égale à 4, le revenu est égal à 40. Alors, on va déterminer la fonction de Lagrange. Donc, ici, puisqu'on nous donne le revenu, donc la fonction à optimiser, c'est U. Ce qui fait la fonction de Lagrange qui dépend de x, y, lambda va être égale à U, 8xy, plus lambda facteur de R, donc là c'est 40, moins xp de x, donc 2x, moins 4y. Donc ça, c'est la fonction de Lagrange. Première condition, annuler les dérivées primaires. On va avoir la dérivée de L par rapport à X égale à 0. La dérivée de L par rapport à Y, on va l'annuler. Et la dérivée de L par rapport à lambda aussi, on va l'annuler. Donc là, le lambda, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur de Lagrange. Alors, la dérivée par rapport à X, ça va être 8Y moins 2 lambda. 8y moins 2 lambda égale à 0. La dérivée par rapport à y, c'est 8x moins 4 lambda égale à 0. La dérivée par rapport à lambda, c'est 40 moins 2x moins 4y égale à 0. Donc, voilà le premier système. Bien sûr, grâce à la première équation et la deuxième, je vais avoir ici, je vais simplifier, je vais avoir y ici, lambda égale à 4y, et ici, lambda égale à 2x, et là, c'est la contrainte budgétaire. Donc, si je mets la première équation divisée par la deuxième, je vais avoir 4y sur 2x égale à 1. 4y sur 2x égale à 1. Donc, x va être égal à 2y. Je vais la remplacer la contrainte budgétaire et je vais donc, dans ce cas-là, avoir 40 moins 2x plus 4. Normalement, ici, je vais remplacer x par sa valeur. Je vais avoir 2 fois 2y. C'est 4y plus 4y. Donc, voilà. 2 fois 2y plus 4y, ça me donnera 8y. Donc, y va être égal à 40 divisé par 8. Y va être égal à 5. Et donc, je vais remplacer ici y par 5. X va être égal à 10. Ça va? Donc là, ce sont, je dirais, les équations qui permettent de maximiser la satisfaction. Bien sûr, moi, je dois faire les deuxièmes conditions avec les déterminants.
Pour le déterminant, il me fallait un tableau. Donc, vous allez essayer de le faire, FLETD. Donc ça, avec, je dirais, la méthode de Lagrange, on termine le premier chapitre sur l'équilibre du consommateur. Alors, n'oubliez pas, on a une équation, un consommateur en équilibre lorsque les juste marginales pondérées sont égaux sous la contrainte budgétaire. Ça veut dire un consommateur en équilibre lorsque l'utilité marginale du X sur P de X est égale à utilité marginale du Y sur P de Y sous la contrainte budgétaire R égale à X P de X plus Y P de Y. Alors, ça c'est l'équation, comment on arrive à calculer ceci? On a trois méthodes, la méthode géométrique, la méthode substitution et la méthode Lagrange. Inch'Allah, vous allez essayer de faire ceci FLETD, et si vous avez encore une fois des questions, je suis à votre entière disposition. Alors, on termine ce chapitre et on commence l'autre chapitre qui concerne la demande. Bismillah, alors on continue donc notre cours. On a terminé la fonction, je dirais l'équilibre du consommateur. Maintenant, on va s'intéresser à une autre partie du chapitre 2, c'est bien sûr la théorie de la demande. Vous savez qu'en économie, on dit que l'offre égale la demande, n'est-ce pas? Donc l'offre, c'est ce que produisent les entreprises, les producteurs. La demande, c'est normalement la quantité demandée, ça veut dire un consommateur, quelles sont les variables qui impactent ses achats, qui impactent sa demande au marché. On va essayer de voir donc cette théorie de la demande et quels sont les facteurs qui l'impactent. Alors l'objectif donc de ce chapitre étant d'analyser les facteurs qui influencent les quantités consommées par le consommateur. Il y a une redondance. Bon, vous m'excuserez, n'est-ce pas, parce que on doit parler du consommateur. Bien, la demande d'un bien sur un marché désigne la quantité de ce bien que l'individu désire acheter. C'est ça la demande. La demande, c'est les quantités achetées des clients. Alors, cette demande, où est-ce qu'on la trouve? Elle est destinée à un marché. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on a une offre et on a une demande. Et le lieu de rencontre entre l'offre et la demande, c'est le marché. Et bien sûr, lorsqu'on retrouve sur le marché, lorsque l'offre est confrontée à la demande, normalement, il y a un prix. Alors, le prix, c'est le résultat de l'offre et de la demande. Ça, c'est la théorie économique. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, ça veut dire que les prix vont diminuer. Et lorsque la demande est supérieure à l'offre, ça veut dire que les prix vont augmenter. Ça, c'est normalement le concept de main invisible d'Adam Smith qui stipule que le marché s'autorégule lui-même grâce à la variation du prix. Bien sûr, là, cette conception du prix et de la relation entre l'offre et la demande, vous allez voir que cette théorie de main invisible est intéressante, mais aujourd'hui, elle connaît beaucoup de changements. Essentiellement, vous allez étudier ceci, Inch'Allah, dans le marketing, vous allez voir que le prix n'est pas seulement la relation entre l'offre et la demande, il y a aussi d'autres variables qui impactent le prix et qui nous permettent de voir est-ce que le prix est accessible pour le client cible ou pas, et qu'est-ce qui nous permet de dire, par exemple, que le prix est cher ou pas cher, et les différentes perceptions des prix par les clients cibles. Ceci, vous allez le voir, Inch'Allah, dans d'autres matières. Nous, ici, on se réfère seulement à la demande des clients et l'impact, quels sont les facteurs qui impactent la quantité demandée. Bien sûr, on a deux facteurs qui impactent la quantité demandée. C'est les prix de ce bien, le bien qu'on veut acheter, les prix du bien concurrent et le revenu. Je vous donne un exemple. Supposons que moi, par exemple, le petit déjeuner, je veux boire du café ou du lait, du café ou du thé. Donc là, moi, je prends le petit déjeuner soit avec le café, soit avec le thé. Alors, la quantité que je vais demander, par exemple, supposons que moi, le matin, je vais un café pour prendre du thé, ça va? Donc, qu'est-ce qui va impacter la quantité achetée du thé? C'est premièrement le prix du thé, parce que si c'est le prix que j'imaginais avant, par exemple, supposons que moi j'ai un revenu du 10, ça va? Et déjà, je me dis, je vais au marché, si jamais le prix du thé, il est à 2 dirhams, par exemple, je vais acheter 5 verres. Si jamais moi je vais au marché, je trouve que, par exemple, le prix du thé, il est de 5. Je vais donc acheter. Ma quantité achetée, elle va dépendre de mon revenu, les 10, et aussi du prix de PX. Mais si jamais je trouve que le prix de mon produit, il a augmenté, par exemple, moi j'ai un revenu de 10,
je pars au marché, je trouve que le thé, par exemple, les frais de douane, ils ont augmenté, donc le prix devient égal à 11 ou bien à 10. Donc là, je ne vais pas l'acheter. Je vais essayer de voir les autres produits. Je vais essayer de voir est-ce que le café est moins cher. Donc, si jamais je trouve que le café est moins cher, la quantité achetée va donc changer. Vous voyez, donc la quantité achetée du bien X, elle dépend de mon revenu et elle dépend du prix des produits que je veux acheter et aussi des prix des autres produits. Donc, la quantité demandée X va dépendre du revenu de P de X et de P de Y. D'après l'analyse sur l'équilibre du consommateur, la quantité demandée de chaque bien dépend en général, en plus des préférences des individus, du budget de cet individu aussi et du prix du bien X et aussi du bien Y. Parce que vous vous rappelez, j'avais dit que pour simplifier, on suppose qu'on a seulement deux produits sur le marché, X et Y. Mais bien sûr, la réalité, on a des milliers de prix. Et donc, la quantité achetée de biens que je préfère dépend du prix de ce bien et aussi des autres biens qui peuvent être soit complémentaires avec mon produit ou bien substituables. On va parler de ça plus tard. Donc, la quantité demandée de X, elle dépend de mon revenu, du prix de ce bien et du prix de l'autre bien. Donc là, ici, et bien sûr aussi la quantité achetée de Y, elle va dépendre, elle aussi, du revenu de P de X et de PY. Normalement, le cours du micro, bien dans tous les cours, on a une interaction entre le prof et les étudiants. Ce qui fait, moi, rien que le fait de regarder mes étudiants me permet de voir est-ce que la majorité a compris ou pas, et ça me permet de donner 2, 3 ou 4 exemples. Malheureusement, ici, on n'a pas de contact direct, donc je ne sais pas est-ce que vous avez compris ce que je raconte ou pas. J'espère que vous allez me poser des questions. Encore une fois, un cours, c'est pas normalement un robinet à information. Un cours, il doit être interactif. Aujourd'hui, à cause ou grâce à cette épidémie normalement du coronavirus, on n'a pas ce contact direct. Et moi, personnellement, ça me touche. Moi, j'adore le contact avec mes étudiants. Ce qui fait, j'ai besoin de vos réactions pour pouvoir adapter mon cours en fonction de vous. Donc, réagissez. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, même sur ma façon d'enseigner, si jamais je vais vite, parce que moi je parle vite, si je vais vite pour vous, envoyez-moi vos remarques et j'essaierai d'adapter ma façon de parler en fonction de vos attentes. Et aussi, si vous avez besoin d'autres exemples, envoyez-moi vos propositions et Inch'Allah, je changerai la donne la prochaine fois. Donc, j'avais dit que la quantité achetée dépend du revenu de P de X et de P de Y. Et bien sûr, la fonction de demande de chaque individu dépend de l'individu lui-même, de ses goûts, de son revenu et des prix de ses produits. Voilà. Bien sûr, généralement, la fonction de demande ici, j'avais dit qu'elle dépend du revenu de P de X et de P de Y parce que j'ai supposé qu'il y a deux produits. Mais normalement, lorsqu'on a plusieurs produits sur le marché, la quantité demandée du bien I, elle dépend du revenu et du prix de tous les produits. Exemple, supposons qu'on a une fonction d'utilité de la forme U égale à X à la puissance 3 quarts, Y à la puissance 1 quart, et que la contrainte budgétaire, c'est R égale à XP de X plus YP de Y. Alors, supposons qu'on nous demande de déterminer la fonction demande. N'oubliez pas que la fonction demande X ou Y, la fonction demande de X et de Y doit dépendre de 3 variables. Seulement. 3 variables au plus. Le revenu, P de X et P de Y. D'ailleurs, on peut trouver P de X et P de Y les deux ou seulement une. Mais on ne doit pas trouver, par exemple, la fonction demande de X, Y. Jamais. Alors, on nous donne la fonction d'utilité et la contrainte budgétaire. Là, on peut utiliser sur la méthode substitution, sur la méthode Lagrange, comme vous voulez, ou si jamais on ne vous impose pas une méthode, il y a, je dirais, il y a une méthode plus simple, c'est qu'on sait qu'à l'équilibre, vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé de la méthode géométrique, j'avais dit qu'un consommateur en équilibre, lorsque la droite budgétaire touche la courbe d'indifférence la plus élevée. Et j'avais dit que lorsque les deux courbes se touchent, les pentes des deux courbes sont égaux. La pente de la courbe d'indifférence et la pente de la droite budgétaire. Alors, la pente de la droite budgétaire, c'est moins P de X sur P de Y. La pente de la courbe d'indifférence, c'est moins le TMS. Donc, lorsqu'ils se coupent,
les deux variables ou bien les deux pentes sont égaux. Ça veut dire le TMS va être égal au rapport de prix. C'est ce qu'on retrouve ici. À l'équilibre, le TMS égal au rapport des prix. Ça veut dire que, alors, le TMS, c'est l'utilité marginale de X sur l'utilité marginale de Y. L'utilité marginale de X, c'est la dérivée de la fonction d'unité par rapport à X. Ça nous donne la dérivée de celle-là par rapport à X, c'est 3 quarts X à la puissance moins 1 quart, multiplié par Y à la puissance 1 quart. Alors, l'utilité marginale de Y, c'est la dérivée de la fonction d'utilité par rapport à Y. Ça nous donne, alors, 1 quart, où est-elle? C'est 1 quart Y à la puissance moins 3 quarts qui multiplie X à la puissance 3 quarts. Donc, l'UTMS qui est utilité marginale de X sur utilité marginale de Y, on aura cette équation divisée par celle-là. Ça nous donnera, voilà, ça nous donnera, donc c'est, le TMS va être égal à 3Y sur X. Nous, on sait qu'à l'équilibre, le TMS égale au rapport de prix. Donc, on aura 3Y sur X égale à PX sur PY. Là, je vais faire sortir une variable en fonction de l'autre. Je vais avoir Y. Ici, j'ai sorti Y. Je peux aussi faire la même chose avec X. Je vais avoir Y égale à XP de X qui divise 3P de Y. Il y a beaucoup d'étudiants qui commettent la faute en disant que celle-là, c'est la fonction demande de Y. C'est faux et archi faux. Pourquoi? Parce que j'avais dit que la fonction demande doit dépendre de R, de P de X et de P de Y. Je ne dois pas trouver le X ici. Donc là, c'est pas la fonction demande parce qu'on a une variable qui doit obligatoirement être éliminée. Alors, je prends cet Y-là et je vais le remplacer par la contrainte budgétaire. Je vais avoir, alors, XR égale à XP de X qui multiplie YP de Y. Je remplace Y par sa valeur. Je vais avoir R égale à XP de X plus XP de X divisé par 3P de Y qui multiplie P de Y. Donc là, et je vais développer pour avoir X qui va être égal à 3R sur 4P de X. Là, c'est la fonction demande de X. Parce que regardez, elle dépend de R et de P de X. Il n'y a pas de P de Y, il n'y a pas de problème. Mais on ne doit pas avoir la fonction demande de X, Y. Ou la fonction demande de Y, trouver X. C'est pas vrai. C'est pas juste. Donc là, ici, on va trouver X égale à 3R sur 4P de X. Je remplace ici X par sa valeur et je vais avoir Y égale à R sur 4P de Y. Donc, celle-là, c'est la fonction demande de X et celle-là, c'est la fonction demande de Y. J'espère que vous allez faire cet exercice chez vous parce que c'est grâce aux exercices que vous allez faire chez vous que vous allez comprendre et aussi que vous allez voir les problèmes. Maintenant, on va essayer de voir cette fonction demande, quel est le niveau, pardon, cette fonction demande, quel est le niveau, je dirais, de sa sensibilité par rapport au changement du revenu et par rapport au changement des prix. Alors, là, la droite budgétaire. Donc là, c'est la fonction d'équilibre. Un consommateur est en équilibre lorsque la droite budgétaire touche la courbe d'indifférence la plus élevée. Ici, le point d'équilibre, c'est E, n'est-ce pas? Alors là, la courbe d'indifférence, pour construire les courbes d'indifférence, on a la fonction U, comme tout à l'heure. Là, excusez-moi, ici, ça c'est U. Là, c'est un autre, il fut un temps où Madame Lazizi fait un exercice, elle a dit aux étudiants, soit la fonction d'utilité, ou bien la courbe d'utilité de la forme, et elle a fait sortir le Y. Ici, on a U égale à X à la puissance 3 quarts, Y à la puissance 1 quart. Mais pour construire la courbe, on doit faire sortir le Y. Alors, Madame Lazizi leur a donné l'équation de la fonction d'utilité et les étudiants se sont perdus et ne savaient plus comment faire. Pourquoi? Parce que, comme je l'avais dit tout à l'heure, les étudiants, ils font beaucoup plus attention au calcul qu'à la logique. Ici, c'est la fonction d'utilité, n'est-ce pas? Lorsque je dis fonction, ça veut dire qu'elle peut être traduite en courbe. Pour construire une courbe, il nous faut toujours Y en fonction de X. Donc ici, pour construire la fonction d'utilité, on doit faire sortir Y en fonction de U pour avoir la courbe d'indifférence. Donc là, on construit les courbes d'indifférence en fonction donc de la fonction d'utilité et la droite budgétaire, on la construit en fonction de la contrainte budgétaire. On a la contrainte budgétaire, c'est R égale à XP de X plus YP de Y. On fait sortir le Y, on va avoir Y égale moins P de X sur P de YX plus R sur P de Y. Grâce à cette équation,
on construit la droite budgétaire. Et bien sûr, puisque c'est une droite, donc pour la tracer, c'est facile. On prend 2 points. On se dit, pour x égale à 0, y va être égal à r sur p de y. C'est celle-là. Et ici, pour x égale à 0, pour y égale à 0, on aura x égale à r sur p de y. Donc là, on construit la droite. Cette droite budgétaire, chaque fois que le revenu change, elle va changer. Chaque fois que le px ou le py change, elle va changer. Voilà. Effet d'une variation du revenu. Toute modification du revenu, on va essayer de voir les deux. J'avais dit ici que pour cette droite budgétaire, regardez pour que vous puissiez ne pas vous perdre. Voilà, la contrainte budgétaire, c'est ça la contrainte budgétaire. Vous vous rappelez, j'avais dit qu'il y a une différence entre contrainte budgétaire et droite budgétaire. Alors, la contrainte budgétaire, c'est R égale à X P de X plus Y P de Y. Alors, pour l'équation de la droite budgétaire, on doit faire sortir le Y. On va avoir Y égale moins P de X sur P de Y, X plus R sur P de Y. Donc, la droite budgétaire, chaque fois que le revenu change, la droite change. Chaque fois que P de X ou P de Y change, la droite change. On va donc essayer de voir les deux cas. On va commencer par le cas où le revenu change, donc l'effet d'une variation de la demande de la variation du revenu sur la fonction de demande, et après, on verra l'effet d'une variation du prix sur la demande. Je crois que je vais m'arrêter ici, et Inch'Allah, la semaine prochaine, on fera les deux cas, le cas de R et le cas de changement de P de X ou P de Y. Je vous remercie et j'espère que vous allez suivre mes conseils.